Histoire de jardin et de nature à Paris. Aujourd'hui, le jardin classique. Dans un premier temps, nous allons nous interroger sur le contexte historique, sur les circonstances économiques et artistiques en France qui permettent l'épanouissement du jardin classique, un type de jardin aussi appelé le jardin à la française. Alors, le jardin classique est un style de jardin qui historiquement commence à s'épanouir dans une période de réorganisation de l'État au XVIIe siècle. La prospérité est regagnée grâce au progrès du commerce, à la réorganisation des finances de l'État et à la paix retrouvée dans le royaume de Louis XIV. L'Académie des sciences est créée, permettant à de nombreux savants du pays et d'Europe de travailler en étant pensionnés par le roi. Les mathématiques, l'astronomie, la géographie font de grands progrès qui favorisent de nouvelles techniques et technologies. En architecture, on réinterprète l'art antique avec des dômes, frontons, colonnes, le tout dans un grand souci de régularité et de symétrie. La pensée classique française trouve avec Boileau, Corneille, Racine et Molière ses plus grands représentants. En ce qui concerne les espaces paysagers, les nouveaux instruments de mesure permettent de très fins nivellements du terrain. On lance ainsi l'aménagement de jardins classiques à la française qui deviennent des jardins de plaisir, où les jeux d'eau, véritables prouesses techniques, montrent la domination de l'homme sur la nature. Commençons par les types de jardins qui se sont succédés en France et chronologiquement, avant les classiques, voyons quels aspects présentaient les jardins. Eh bien en France, le jardin du XVIe siècle est régulier, hérité du modèle moyenâgeux, celui des jardins des abbayes et des châteaux forts, aux lignes droites régulières, délimitant des espaces en carré. La dénomination de jardin de carreau s'est déjà enrichie de perspectives courtes et d'un parterre au moment de la Renaissance italienne. Au cours de l'histoire, les jardins réguliers sont l'héritage de ceux de l'Antiquité, de l'Égypte pharaonique, avec les jardins des dignitaires, jardins funéraires, jardins des temples, mais aussi ceux de l'Empire romain, avec les jardins publics, les jardins des villas, et enfin les jardins persans avec les mythiques parades des Issos, les jardins islamiques avec de vastes parcs hors des villes, les jardins funéraires, les jardins ornant les cours des forteresses et des palais. Le jardin au XVIIe siècle en France est donc une synthèse d'apports de la Renaissance italienne et des traditions françaises venant du Moyen Âge. C'est le jardin classique, dit aussi jardin à la française. Alors comment le définir, le caractériser ? Eh bien, il s'agit d'un jardin régulier qui se distingue de celui du XVIe siècle par ses perspectives longues, conduisant le regard à l'infini et de vastes miroirs d'eau reflétant le ciel. Ce jardin d'ornement au parterre délicat s'inscrit dans un vaste quadrillage d'allées qui doit former un tout indissociable avec la demeure qui met en valeur. Il doit refléter le rang de son propriétaire. Ce style atteint son plus haut degré de perfection sous l'impulsion d'André Le Nôtre, jardinier du roi Louis XIV. Le jardin des Tuileries et sa perspective ouvrant sur les Champs-Élysées sont très emblématiques du jardin à la française. D'autres, comme Saint-Cloud, Sceaux, Meudon ou Versailles, forment une constellation autour de Paris. Découvrons maintenant des sites, moins connus mais tout aussi représentatifs, les jardins de l'Hôtel de Sens et le jardin Anne-Franck. Récemment réaménagés, ils reflètent ce style de jardin classique ou jardin à la française du XVIIe. L'hôtel de Sens servait de résidence à l'archevêque de Sens lors de ses séjours à Paris à la fin du XVe siècle. Le bâtiment, entre cour et jardin, est proche de la Seine, dans le quartier du Marais. Il abrite actuellement la bibliothèque Forney qui possède un riche fonds ancien dédié aux arts décoratifs. Un jardin de 600 mètres carrés a été réaménagé entre 1955 et 1957 en évoquant son tracé initial. Géométrique, il présente deux larges allées se coupant à angle droit. Le bassin central, malheureusement affaissé, a été supprimé. Sur un fond de gravier se détachent des massifs réguliers bordés de haies basses. L'ensemble forme un compartimentage complexe.
Cette création s'inspire du livre d'Androuet du Cerceau, Les plus excellents bâtiments de France, édité sous le règne d'Henri II, présentant de nombreuses gravures de châteaux et leurs jardins et principales sources d'informations sur cette période. Bien sûr, les dispositions des lieux ont changé depuis la Renaissance. À cette époque, on accédait au jardin en entrant par la cour, puis on traversait le bâtiment et enfin on découvrait le jardin, soit de plein pied, soit depuis le premier étage. En effet, depuis les fenêtres de l'étage, on découvrait encore mieux toute la riche polychromie des matériaux avec l'utilisation de la brique et de l'ardoise pilée, ou bien, chez les plus riches, la blancheur des éclats de marbre pour les allées. Les couleurs chatoyantes des floraisons ravissaient le regard. Des bassins reflétaient les demeures. Tout cet ensemble forme le parterre. On parle de parterre de broderie car les motifs des tissus de luxe étaient source d'inspiration. En se promenant, bien à l'abri du monde extérieur car des murs hauts l'isolaient de la ville, on était enivré du parfum des fleurs. La végétation était basse, mais les angles étaient ponctués d'ifs taillés en taupière, formant des cônes, des obélisques, des pyramides. Actuellement, le jardin est ouvert sur la rue et la végétation est beaucoup plus luxuriante et abondante. Des plantes annuelles comme des dahlias, cannas, sauges et des graminées en été. Quelques arbres fruitiers taillés en espalier se couvrent de fruits en automne. En hiver et au printemps, le jardin se pare aussi de plantes bisannuelles comme les pensées, prime-vert ou giroflées. Le parterre de broderie végétale, héritier des jardins de carreaux du Moyen-Âge, est dominé par la demeure pour former un ensemble harmonieux et proportionné avec celle-ci, qu'il met en valeur. Décrivons maintenant un second exemple de jardin classique à Paris, plus récemment reconstitué pour partie. Situé à l'emplacement de l'ancien jardin de l'hôtel de Saint-Aignan du XVIIe siècle, le jardin Anne-Franck, de 4000 m², a été ouvert au public en 2007. Il rend hommage à la jeune Allemande victime des nazis. Accessible depuis l'impasse Berthaud, perpendiculaire à la rue Beaubourg, le jardin est composé de la réunion de 3 parcelles. La première parcelle accueille un greffon du marronnier blanc qu'Anne Frank admirait depuis le grenier où elle et sa famille étaient réfugiées à Amsterdam durant l'occupation allemande. Les plantations ici sont denses et adaptées à l'ombre portée des bâtiments, avec des magnolias, rhododendrons, hortensias, fougères. Passé ce sas de verdure, une ouverture pratiquée dans un mur très épais amène vers un espace beaucoup plus minéral. À droite se trouve l'hôtel de Saint-Aignan, une belle bâtisse du XVIIe siècle élevée sur les plans de l'architecte bourguignon Pierre Le Muet. Cette parcelle était son jardin, mais les circulations étaient tout autres. On passait sous le monumental porche de la rue du Temple, on accédait à une cour pavée avec, au fond, le bâtiment principal servant de résidence, derrière lequel se trouvait le jardin clos de murs. Une allée, axée sur une travée de fenêtres, et le vestibule de la demeure coupait un parterre, puis était interrompu par un bassin circulaire orné d'un jet d'eau. Le fond de parcelle légèrement surélevé présentait une pergola qui fermait cette perspective courte. Toutes les précisions de ce jardin régulier sont décrites dans le procès-verbal de réception des travaux rédigé par André Le Nôtre, conservé à Stockholm. Les ambassadeurs de ce pays allié et ami venaient à Versailles et recevaient du fils du roi des documents administratifs. Ils sont encore aujourd'hui conservés au Musée national de Suède. De nombreuses informations perdues en France, comme les rares notes d'André Le Nôtre, y sont ainsi disponibles. On peut ainsi lire que le parterre de broderie de buis est mentionné comme le bassin de Citoise, ce qui correspond à environ 12 mètres. La description de la pergola est tellement précise qu'elle servira de référence. C'est André Le Nôtre qui contrôlera les treillages. Il indiquait ainsi qu'ils seront imprimés en 2 couleurs, en vert à l'huile, semblable à celui employé aux ouvrages royaux du Trianon de marbre. Il est également inscrit que seront fournis les plants, plantes et fleurs nécessaires pour son ornement et sa décoration, soit des ifs, rosiers, jasmin, vigne vierge, buis, lilas, chèvrefeuille et autres. Le concepteur a voulu donner la plus grande régularité au jardin, gommer les aspérités et défauts du site.
Le mur mitoyen au fond du jardin est élevé sur les fondations de l'enceinte de Philippe Auguste, fortification urbaine construite à partir de la fin du XIIe siècle et qui entourait alors Paris. Une expertise de 1734 mentionne 13 orangers plantés en caisse. Symbole de luxe et de faste, la présence de ces plantes exotiques témoigne de la richesse de la famille. Les orangers sont d'autant plus difficiles à conserver l'hiver que durant le XVIIIe siècle, la météo est rude. Nous sommes encore dans le petit âge glaciaire. Dans ce secteur de Paris protégé au titre du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais, les travaux sont soumis à des contraintes législatives. L'aménagement actuel du jardin est ainsi le résultat d'un compromis entre la vérité historique et l'usage d'aujourd'hui. L'hôtel et son jardin sont classés au titre des monuments historiques. Les travaux menés entre janvier 2006 et mai 2007 résultent du travail conjoint de l'équipe du service paysage et aménagement de la direction des espaces verts et de l'environnement et de l'architecte en chef des monuments historiques. L'hôtel de Saint-Aignan, scrupuleusement restauré, accueille maintenant le musée d'art et de l'histoire du judaïsme, justifiant le choix du nom d'Anne Frank donné au jardin. Pour une question de sécurité, une très solide et haute grille a été placée devant la façade de la demeure, interrompant le lien avec le jardin. L'aménagement de plain-pied permet la circulation des poids lourds pour les transports des œuvres d'art au pied de la façade arrière. Le nivellement d'origine avec ses escaliers n'a donc pas pu être restauré. Au cœur de Paris, le sous-sol est réserve archéologique. Avant tout bouleversement, les archéologues doivent intervenir pour recueillir les traces du passé. Ainsi, pour évoquer l'ancien bassin, sa forme est dessinée au ras du sol par un dallage circulaire en pierre. Ainsi, rien n'a été touché en profondeur. À l'intérieur de cette forme, des graminées et des vivaces à floraison bleue évoquent l'eau. Deux magnolias, en bac, soulignent l'axe historique du jardin. Pour donner du volume au parterre, il est ponctué de quelques sorbiers des oiseaux. En fond de parcelle, la pergola en bois a été restituée. Elle est réalisée à partir de 2 essences de bois. Les ailes en sapin et le cabinet central en châtaignier éclaté, c'est-à-dire fendu en suivant les veines du bois pour conserver davantage sa rigidité. Les ornements les plus fragiles sont en hauteur. À l'époque classique, on aimait beaucoup faire dialoguer nature et architecture. Le jardin abrite ainsi des plantes véritables, mais aussi des plantes sculptées en bois ou en métal et des vases réalisés avec des plantes taillées en taupière. Comme au XVIIe siècle, ces vases servent de support à des plantes grimpantes aux floraisons pâles pour ne pas prendre le pas sur l'architecture et très espacées pour toujours laisser apparente une partie du treillage. Des treillages le long des murs et des bancs de pierre complètent la restitution de l'époque. S'asseoir sous la pergola permet d'évoquer les jeux d'ombre et de lumière, chers à l'esthétique du temps. Le style classique atteint son plus haut degré de perfection sous l'impulsion d'André Le Nôtre. Le jardin des Tuileries et sa perspective, ouvrant sur les Champs-Élysées, sont très emblématiques du jardin à la française. La recomposition classique des jardins des Tuileries commence en 1664, lorsque Louis XIV fit appel à Louis le Vau pour achever le palais et à André Le Nôtre pour en harmoniser les jardins. Le palais des Tuileries, construit en 1562 par Catherine de Médicis, est placé perpendiculairement à la Seine, à l'ouest du Louvre, et lui est relié par la galerie du bord de l'eau. Une de ses façades regarde vers le levant, l'autre vers le couchant. Devant cette dernière sont réalisés de vastes jardins, d'esprit encore médiéval. Ils occupent un rectangle de 28 hectares, une succession de parcelles rectangulaires quadrillées d'allées. Le Nôtre trace l'axe central du jardin en élargissant l'allée centrale. Mais son grand trait de génie est de démolir le mur qui bloquait la vue, cette ouverture permettant au regard de gagner l'horizon. De part et d'autre, il distribue des compositions régulières et souvent symétriques. Au pied de la façade, une terrasse permet de contempler l'ensemble des jardins. Au premier plan, le grand carré présente un parterre avec sa végétation basse et de nombreuses taupières, sculptures végétales, arbustes taillés en forme décorative. Il est animé par 3 bassins,
Les deux premiers de part et d'autre de l'allée centrale sont beaucoup plus petits que le suivant, posés dans l'axe central. Derrière, des haies de charmilles et des bosquets guident le regard vers l'allée centrale jusqu'au bassin de l'octogone. Celui-ci est beaucoup plus grand. 350 mètres le séparent du bassin précédent. En augmentant la taille de ces pièces d'eau, le nôtre fait paraître la plus éloignée beaucoup plus proche qu'elle n'est en réalité. Notre perception est trompée, c'est la perspective ralentie. Au niveau du bassin octogonal, le nôtre réalise le fer à cheval, composé de 2 rampes permettant aux attelages de rejoindre le sommet des anciens bastions, transformés en terrasses. Finissons maintenant par les 6 célèbres Champs-Élysées qui datent aussi de cette époque, du XVIIe, et constituent un prolongement vers l'ouest du jardin des Tuileries. Louis XIV fait appel à le nôtre de ses intentions pour l'ouest de la capitale. Il veut en magnifier les abords. Voici un extrait de son ordonnance d'août 1668. Que de larges avenues, terminées par des arcs de triomphe, annoncent majestueusement l'entrée de la ville. Qu'ici on aperçoive une étoile, de ce côté des routes en épis, de l'autre des routes en éventail. Dans l'axe du jardin des Tuileries, le nôtre ouvre en direction de l'ouest, sur 1000 mètres, l'avenue des Champs-Élysées, dénommée à l'époque, selon les sources, avenue du Roule, des Tuileries ou de Saint-Germain. Le nom des Champs-Élysées apparaît en 1694. Le rond-point, une étoile à 6 branches, marque une respiration sur cette grande artère où sont plantés en quinconce des ormes champêtres. Au-delà s'étendait la campagne où on pouvait croiser des paysans labourant, d'autres avec leurs troupeaux. La seconde partie des Champs-Élysées, jusqu'à la place de l'Étoile, sera achevée en 1724. Le jardin à la française ou jardin classique à la française rayonnera en Europe dès la fin du XVIIe et jusqu'au XVIIIe siècle. Régulier, agrémenté de parterres, de broderies végétales, de végétaux taillés, il reflète dans ses vastes plans d'eau le ciel d'Île-de-France, mais également la pensée du temps. Il doit apporter satisfaction à l'esprit, être une évocation d'un jardin de l'intelligence. Le jardin des Tuileries et celui de Versailles en sont les plus beaux modèles, caractérisés par une grandiose perspective, conduisant notre regard vers l'infini. Paris recèle toutefois d'autres espaces verts et aménagés sur d'anciens jardins d'hôtels particuliers, certes aux dimensions plus modestes, mais aux lignes caractéristiques du jardin classique tout autant pourvus de rigueur et de raffinement.